Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'aurai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine socio-économique qui a le réel plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Monsieur Norbert Yamba Yamba, ancien conseiller économique et financier et audit du feu président Etienne Tshisekedi, ancien conseiller politique coordonnateur de la cellule électorale du fait président Etienne Tshisekedi, et puis la dernière poste ou bien la dernière responsabilité qu'il a occupée auprès du Sphinx de l'Unité, il était donc son délégué au niveau du pourparlers du Biza et de Venise. Monsieur Norbert Yamba Yamba, je rappelle qu'il fut également un ancien secrétaire général du Front citoyen pour la République, parti cher à l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. Avec lui, on va devoir s'apaisantir sur quelle vision, quel modèle économique devrions-nous adopter pour pouvoir permettre à la République démocratique du Congo, un pays au potentiel immense d'accéder au développement, parce qu'aujourd'hui le contraste demeure. D'un côté, la République, un pays continent avec considéré comme étant un scandale géologique, mais de l'autre côté, sa population coupée dans la misère. Et quid ou bien que faire pour pouvoir concilier ces deux paramètres et puis permettre aussi à notre pays de bien jouer son rôle au cœur de l'Afrique. Alors, M. Yamba Yamba, je reviens à vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Justement, comme je l'ai dit au cours de mon introduction, vous êtes un panafricaniste, vous êtes président de la cellule de la nouvelle vision panafricaine, et puis vous êtes consultant international aux questions de développement au macroéconomique. Pourquoi la République démocratique du Congo patauge par rapport à quel modèle appliquer pour pouvoir accéder au développement? Merci pour l'invitation, merci pour cette question très pertinente. Il faut comprendre que la République démocratique du Congo, c'est une méga-nation. Il ne faut pas se leurrer en termes de potentialité. Le Congo, c'est une grande nation. Je ne vais vraiment pas revenir sur tout ce que nous disposons. En tout cas, une dernière étude qui a été réalisée par le panel des chercheurs sur le sud Katanga, il a été démontré que dans le sud Katanga, il existe 48 minéraux qui n'existent nulle part au monde. 48 minéraux, pardon, avec 12 minéraux qui n'existent nulle part au monde. Et quand vous regardez à l'est de la République, nous avons 80% des réserves de coltan, de colombo-tantalite. En fait, aujourd'hui, le monde ne peut pas vivre sans coltan parce que toute l'électronique est basée sur l'utilisation des alliages du coltan. Donc, nous avons une forêt énorme, 145 millions d'hectares de forêt. Nous sommes un deuxième poumon écologique du monde. Nous avons, n'est-ce pas, des richesses touristiques, plus de 509 espèces de mammifères. Nous avons plus de 1000 types d'oiseaux. Nous avons plus de 350 espèces de reptiles, plus de 100 espèces de primates. Du bonobo dont on cherche aujourd'hui, c'est le Congo, on dispose des rhinocéros, des okapis, etc. Nous avons 80 à 120 millions d'hectares de terres arables. Nous avons une végétation qui peut supporter plus de 40 millions de gros bétail. Nous avons, sur le plan énergétique, 25% de l'énergie du tiers-monde. C'est-à-dire vous prenez l'Asie, vous prenez l'Amérique latine, vous prenez l'Afrique, le Congo a 25% sur les 50 que dispose le tiers-monde dans son ensemble. Et nous avons presque 100 000 mégawatts. Nous utilisons simplement 1410 mégawatts. Donc nous avons énormément de possibilités pour véritablement avancer. Aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants. Donc en 2035, nous aurons 160 millions. En 2050, nous aurons 220 millions d'habitants. Donc, mais la situation est dramatique parce que plus de 80% de notre peuple est dans la misère la plus absolue. La situation est gravissime parce que nous n'avons véritablement pas conscience. Regardez, Philippe, lorsque vous êtes en Afrique, l'Afrique a 5 pôles, c'est-à-dire 5 régions. Il y a la région du Nord, cette région, le Maghreb. Il y a un pilote, ce qu'on appelle la locomotive. Et le pilote, c'est l'Égypte. Il y a des pays satellitaires comme le Maroc qui devrait devenir l'un des pays les plus nantis parce que ça fait partie des top 10. Vous avez l'Algérie qui aujourd'hui a 180 milliards de dollars de réserve. Voilà. Vous avez la Libye qui est une puissance militaire.
vous avez la Tunisie, vous avez la Mauritanie. Tous ces pays, véritablement, donnent la forme d'être des pays développés. Alors, lorsque vous êtes à l'ouest, vous avez des pays comme le Nigeria, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. La locomotive, c'est sans oublier les Ghana. Bien entendu. La locomotive à l'ouest, c'est le Nigeria avec 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Deuxième économie après l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud. Et à un moment donné, elle a même dépassé l'Afrique du Sud. Oui. Il a même dépassé l'Afrique du Sud. Et l'Égypte, qui est le plus nanti aujourd'hui, c'est 310 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous êtes en Afrique du Sud, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, vous avez des pays comme la Zambie, Lesotho, Botswana, Namibie, Zimbabwe, etc. Mais il y a une locomotive, c'est l'Afrique du Sud avec 400 milliards de dollars. Donc 70% des personnes vivent aisément. C'est parmi les 5 pays émergents du monde. La première puissance économique continentale. La première puissance économique continentale. Et donc, à l'est, vous avez le pays comme l'Éthiopie, vous avez l'Érythrée, vous avez le Kenya, la Tanzanie, etc. La locomotive à l'est, la puissance régionale, c'est donc l'Éthiopie, avec 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous revenez au centre, vous avez le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon, Centrafrique, etc. La locomotive du centre, c'est le Congo. Et le Congo-Kinshasa. Par prédestination ou bien par réalité? Oui, la réalité, c'est qu'elle dispose de 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Donc, vous comprenez là que le Congo est à genoux. Parce que les autres, 520, 310, 287, 400. Mais le Congo, qui du reste est potentiellement plus riche, et que tout ce pays dispose de 40 milliards. La Banque africaine a sorti en 2016 des résultats par rapport à la quotité de produits intérieurs bruts. La Banque africaine disait... La BAD disait que c'est 44,5 milliards de dollars pour le Congo. Mais quand vous regardez le budget en termes de ressources propres, on est à 4 à 5 milliards. Ce qui du reste, il n'y a pas concordance. Et tout économiste peut comprendre que 44 ne peut pas donner un budget en ressources propres de 44 milliards. C'est que très clairement, les moyens sont volatilisés. Donc, tout compte fait, si l'on veut véritablement le développement de l'Afrique, et donc il faut que toutes ces puissances régionales se mettent debout. Encore que lorsque vous voulez quitter le nord vers le sud, il faut passer par les centres, dont le Congo constitue la gâchette du revolver. Et alors, comment pouvez-vous prendre le véhicule et jusqu'au niveau du centre, et il n'y a plus de route pour traverser de manière à aller au sud. Donc, du point de vue géostratégique, le Congo est bien en place. Les grands panafricanistes, comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta, comme Sékou Touré, Lumumba, à l'époque, même Nasser, ils ont estimé que lorsqu'on veut créer les États-Unis d'Afrique, il faut partir véritablement du Congo. Et c'est Kinshasa qui serait la capitale. Parce que Kinshasa, le Congo est au centre. Malheureusement pour l'instant. Parce que cette vision de création, c'est pas des États-Unis d'Afrique. La vision que nous soutenons au travers de la nouvelle vision panafricaine que nous prenons, n'est-ce pas, pose la problématique de la restauration, n'est-ce pas, véritable du Congo. Malheureusement, il est à genoux. Il faut des hommes, il faut des femmes, des génies, des hommes de l'élite, de l'excellence, pour que nous puissions nous en sortir. Il faut des hommes capables pour que nous puissions nous en sortir. Vous venez ici d'énumérer ou bien d'étaler une méga biodiversité qui dispose de la République démocratique du Congo avec une potentialité incommensurable. Je reviens encore par rapport à ma question initiale. Quels sont le pesantère? Alors, qu'est-ce qui empêche que le Congo aussi puisse avoir le même PIB que l'Afrique du Sud? Là, vous avez parlé de 400 milliards de dollars, comme le Nigeria et conso. Alors, quels sont le pesantère? Par où devrions-nous commencer? Ok. Cher Philippe, il ne faut pas qu'on se donne l'impression que le Congo n'a pas connu de prouesse, n'a pas connu de performance. Lorsqu'on accédait à l'indépendance, en 1960, nous avions 44% des recettes d'exportation en devises venaient du secteur agricole. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 0,2. À l'époque, nous avions 169 sociétés agricoles, nous avions 180 sociétés forestières également, mais bon, tout compte fait, c'est vraiment pas fonctionnel comme avant, etc. Et donc,
le Congo est à genoux aujourd'hui. D'abord, que les approches que nous utilisons, hein, l'approche de la démocratie, l'approche de la gouvernance, nous les considérons comme des paradigmes qui, en réalité, ne nous servent pas grand-chose. Et il a été prouvé que lorsque les hommes et les femmes ne peuvent pas participer à la gestion des affaires de l'État, et donc il est difficile véritablement que l'État puisse décoller. Alors si les choses ne marchaient pas, simplement parce qu'effectivement il n'y a pas eu une réflexion fondée sur la réalité. Et toute analyse faite, on démontre que tant que l'éducation ne sera pas en concordance avec nos besoins, on n'aura pas des hommes qualifiés pour travailler dans la perspective de produire des richesses. D'où il faut réformer notre système éducatif. Réformer notre système éducatif qui aujourd'hui produit des chômeurs de luxe. Et même lorsqu'on quitte les maternelles, secondaires, universités, même post-université, les docteurs, les licenciés, etc. Aujourd'hui, d'après Bompson, ce sont des abrutis fondationnels. C'est-à-dire que les diplômes que nous avons, ça n'a pas une valeur ajoutée, ça n'a pas une plus-value pour la société. Ce sont des diplômes d'une étiquette sans éthique. J'allais dire d'une étiquette. Et donc, ces diplômes posent la maladie de la diplomanie, mais n'apportent rien. Alors, il faut revisiter véritablement l'éducation, mais il faut que l'éducation aille jusqu'à l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance pose la problématique de la révolution technologique. La révolution technologique pose la problématique de la révolution industrielle. C'est que les Américains, c'est que les Européens se sont à un moment donné dominé le monde, c'est tout simplement parce qu'ils ont transformé leur système éducatif, ils ont créé des technologies qui leur ont permis véritablement de transformer les matières. Je venais tout à l'heure de vous dire que nous avons autant de richesses potentielles. Mais il faut transformer, il faut créer des valeurs ajoutées, il faut créer des chaînes de valeurs ajoutées. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire dès lors que notre cuivre est exporté à l'état brut? Et donc, on a besoin de l'industrialisation. Et là, les universités doivent fonctionner autrement. Il faut des grandes innovations alternatives, etc. Mais quand on aura une éducation qui est adaptée par rapport à nos besoins, par rapport à nos réalités, quand on aura une révolution technologique et industrielle qui nous permet d'avoir des usines de transformation pour construire ce que nous appelons l'économie intensive, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'économie extensive. Voilà. Mais quand on aura produit, je termine. Quand on aura produit des richesses, il faut la bonne gouvernance. Et donc, on doit gérer, on doit faire des allocations rationnelles, on doit faire une répartition équitable des ressources de la République, etc. Et donc, on change l'éducation, on les conforme aux besoins, on met en place une stratégie, n'est-ce pas, de révolution industrielle et technologique qui nous permet de transformer les matières premières qui sont les nôtres, mais on met en place un système de surveillance mutuelle qui aboutit à une gouvernance des biens et des services de la République. C'est de cette manière-là que nous allons relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté des gens. Alors, M. Venapin de nous joindre, nous rappelons que votre magazine a reçu sur ce plateau M. Norbert Yamba, il est le président de la nouvelle vision panafricaine, il est consultant international aux questions de développement, donc questions macroéconomiques. Avec lui, nous sommes en train de se poser des questions, comment, quid de modèles adoptés pour permettre à la République démocratique du Congo d'accéder aussi au club de pays émergents. L'objectif était à l'horizon 2030, mais aujourd'hui, déjà, au regard de ces rythmes, on commence déjà à exprimer une espèce de pessimiste pour dire que 2030, c'est pour très bientôt. Alors, il venait là de répondre à notre toute première question qui était que faire pour permettre aux Congolais de jouir de leurs richesses. Que faire pour permettre aux fils et aux filles de notre pays de jouir de leurs richesses. Il a développé à travers cette question une trilogie. Il a commencé en disant il faut transformer, investir dans l'homme. Donc, réformer notre système éducatif. Nous devrions mettre sur pied un système éducatif qui devrait répondre aux besoins de l'ère. Et deuxièmement, il a parlé de la technologie. Nous devrions faire en sorte que la technologie puisse jouer son rôle à la transformation de notre richesse, d'où la notion de la valeur ajoutée. Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo a encore une économie des rentes, donc une économie de la chasse et de la quête, d'où il faut transformer nos richesses et enfin
leur richesse ainsi produite, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Ceci veut dire qu'il faut une transparence dans la gestion de la chose publique, lutter contre la corruption, et j'en passe. Alors, Monsieur Norbert Yamba, au regard de votre réponse, je reviens maintenant pour vous poser cette question. La République démocratique du Congo, vous l'avez dit au cours de votre argumentaire de tantôt, à 80 millions d'âmes, donc d'habitants, c'est qui la place 4 en puissance démographique continentale après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Et maintenant, ces systèmes éducatifs que nous devrions mettre sur pied dans l'objectif du développement devrait, comment dirais-je, on peut commencer où? Parce que nous savons que la Chine a son temps, Mao Tse-tung a préconisé la révolution culturelle, on a vu que les jeunes étaient traînés dans les champs agricoles. Est-ce que c'est dans ce sens-là que nous devrions travailler pour faire développer notre pays? Je m'excuse beaucoup, mais je voudrais quand même souligner un élément important lorsque vous parlez de cet objectif d'émergence qui risque véritablement de rater, mais je voudrais faire remarquer que ce soit l'émergence, que ce soit l'éco-développement, que ce soit tous ces concepts en fait qui font fureur à travers le monde sont de gros mensonges. En fait. Ça ne représente rien et ça va rien nous amener et vous allez aller jusqu'à 2030, vous ne verrez rien. Donc il ne faut vraiment pas se fier à ça parce que c'est traité dans des grands laboratoires occidentaux. Quand cela ne tienne, il faut dire qu'on peut bien imiter certains pays qui se sont battus, qui ont adopté une certaine culture et qui véritablement aujourd'hui ont fait des progrès. Est-ce que le modèle chinois peut nous être salutaire? Le modèle chinois, mais il y a des éléments de valeur de base, l'industrialisation. Les Chinois, mais l'industrialisation qui en réellement sous-tendue par la révolution culturelle, le rétablissement de l'identité culturelle, la restauration de la conscience historique, la remise en scène de la spiritualité africaine. C'est très important, parce qu'en réalité, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mao Tse-tung arrive au pouvoir, il prend, n'est-ce pas, des décisions. Première décision, il faut arrêter, fermer toutes les églises. Il chasse les prêtres, il chasse les pasteurs, il chasse les imams. Il nous a amené des choses, nous ne sommes plus en connexion avec nos ancêtres, nous ne sommes plus en connexion avec nos esprits, parce que chaque environnement... Vous allez continuer, mais là il était en phase avec, en harmonie avec la philosophie de Karl Marx, qui avait considéré la religion comme étant l'opium du peuple. Tout à fait, et donc, lui il a estimé... Il faut rappeler que Mao Tse-tung était marxiste aussi. Bien entendu. Et donc, Mao, lui, il a voulu une sorte de réconciliation avec les génies territorial, les génies environnementaux. Parce que chaque environnement, chaque entité a des esprits, a des génies qui leur donnent la capacité, n'est-ce pas, d'inspiration, la puissance du savoir, la puissance de la connaissance, pour permettre à ce qu'on puisse véritablement humaniser, maîtriser la nature naturelle, véritablement, de cette entité-là. Et donc Mao, il a estimé que les religions faisaient endormir les gens et il faut se réconcilier avec l'identité culturelle. C'est comme ça que vous avez la médecine chinoise, c'est pour la pharmacopée chinoise, les technologies même pour réparer les routes sont chinoises. Aujourd'hui, ils viennent de sortir une autre technologie pour construire des maisons. On construit des maisons de 30 étages à 15 jours. N'est-ce pas? On construit des maisons dans les marécages, etc. Donc, ce sont des technologies foncièrement chinoises. Donc, la Chine s'est adaptée de la culture occidentale en prenant la science comme base, mais cette science doit être inspirée par les esprits de l'environnement. Comme soubassement. Comme soubassement. Et donc, voilà, aujourd'hui, et c'est un peu ce que les drapeaux asiatiques comme la Malaisie, Singapour. le Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, etc., sont de grands pays, des petits pays d'ailleurs, qui en réalité ont pris comme révolution technologique, révolution culturelle, révolution industrielle à la base, et aujourd'hui, Singapour, c'est pratiquement la zone, la commune de la Gomé, n'a que 650 km², mais Singapour, l'économie singapourienne a 4 fois l'économie sud-africaine, qui du reste est une puissance africaine. Et ça, c'est incroyable. Quand vous prenez par exemple Malaisie, la Malaisie a même construit une tour jumelle de 450 mètres de hauteur, avant que cela n'intervienne même en Chine, etc. Donc, nous avons aujourd'hui un pays comme la Corée du Sud, qui avait la même situation que nous en 1960, et qui aujourd'hui a 32 000 $ par habitant par an, 32 000.
et 10e économie du monde. Et le Congo-Kinshasa, en 1960, avait 368 dollars par habitant par an, au même titre que la Corée du Sud. Et la Corée du Sud a révolutionné son éducation, a révolutionné sa technologie, et s'est adapté à des hommes et des femmes d'excellence, notamment des personnalités qui ont géré la République, et aujourd'hui, ils ont eu des performances. Singapour a eu la chance d'avoir, un premier ministre d'origine chinoise qui s'est installé et qui a montré son génie, qui a montré sa vision et qui a vu les choses dans la perspective long-termiste. Il est aujourd'hui, il voit 50 ans, 100 ans, nous n'avons pas la question en passant, la question de la double nationalité peut aussi être bénéfique au développement d'un pays. Oui, pourquoi pas. Alors, justement, nous évoluons. Vous avez dit que la République démocratique du Congo, à l'aube de son indépendance, avait quasiment la même économie que la Corée du Sud, le Canada, et j'en passe. Et puis, à cette époque-là, notre pays tirait sa force du point de vue économique dans le secteur agricole. Aujourd'hui, je m'aimerais paraphraser un prix Nobel de l'économie qui a dit que c'est dans le secteur agricole que le combat ou que le pari pour le développement peut être remporté ou perdu. Vous avez cité que la République démocratique du Congo a une potentialité de 80 millions d'hectares de terres arables, capable de nourrir 1 milliard d'individus, donc presque toute l'Afrique. Aujourd'hui, devrions-nous concentrer tous nos efforts dans le secteur agricole pour pouvoir demain constituer une force du point de vue économique? Nous avons déjà fait un pas. Je vous ai dit qu'en 1960, nous avions la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des revenus de l'ordre de 44%. Mais ça, c'était en 1960. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'agriculture n'est plus prioritaire. Non, l'agriculture n'est plus prioritaire. N'est plus prioritaire, mais je vous ai dit qu'il faut faire une économie intensive. L'économie intensive passe par l'efficacité économique. L'efficacité économique passe par la puissance de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle permet de transformer, n'est-ce pas, les différentes matières premières que nous avons, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine forestier. J'étais dans le Bandundu à Maïndobe, et puis bon, j'ai visité un village qui a produit en faveur, n'est-ce pas, d'une société forestière, 199 000 grimes de Wenge. Abyssement appelé bois noir. Bois noir. Et que, bon, en retour, on leur a donné 90 000 francs, ce qui représentait 100 $ à l'époque. Mais quand j'ai travaillé à Bruxelles comme consultant auprès des exploitants forestiers, je voyais que un Wenge grim de 150 à 200 cm, ça coûtait 14 000 $, 10 000 €, etc. Alors, quand on prend ces grimes, on les amène à Bruxelles, ça représente combien? Et alors maintenant, si ces grimes, je m'excuse beaucoup, si ces grimes étaient transformées, coupées ici, on transforme comme les Chinois nous vendent, c'est pas les tables, nous vendent les chaises, nous vendent les portes, etc. Mais on aurait créé d'autres sociétés. On s'occuperait même de la commercialisation. Et donc, à chaque niveau d'atterrissage, nous avons la possibilité de créer des emplois. C'est ça qu'on appelle la chaîne de la production. La chaîne de la production qui constitue la chaîne de valeur ajoutée. À chaque niveau d'atterrissage, il y a moyen d'absorber le chômage. Et donc, nous sommes là. On a traité avec tous ces gens qui viennent, et même les Chinois. Et d'ailleurs, nous, on a cru que les Chinois, qui véritablement ils sont du tiers-monde, auraient pu vraiment nous servir. Ils n'ont pas installé des usines de transformation. Ils prennent le brick et ils s'en vont avec. Et donc, nous sommes restés. Si je peux résumer votre discours, M. Ambamba, vous voulez dire que aujourd'hui, nous sommes pauvres parce que nous manquons de l'intelligence de transformer ce que nous disposons. Nous manquons l'intelligence de transformer, mais pire, nous n'avons pas l'intelligence économique qui est devenue véritablement une science qui permet aux gens de monter, n'est-ce pas, des stratégies innovantes de gestion de leurs ressources en mettant en place des mécanismes pour drainer les investisseurs qui auront à faire un travail. Je me donne un exemple, mon cher ami. J'étais à Dakar, et à Dakar, on avait une conférence à Teranga, et après on a dit non, il faut visiter Diamando. Diamando, c'est une ville en pleine construction, à 50 km, 49 à 50 km de Dakar. Et dans cette ville, on a mis en place un schéma, et c'est le gouvernement Macky Sall, et ce schéma-là a
a fait une répartition sous forme d'un zonage, un aménagement territorial. Et là, il y a des endroits, des endroits commerciaux, il y a des endroits, des écoles, etc. Cette répartition géographique en fonction de la thématique à exercer. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a donné beaucoup d'investisseurs. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, ils ont signé ce qu'on appelle le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Je vous dis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors je pose la question, qu'est-ce qui suscite l'attraction de tous ces investisseurs qui viennent et n'ont pas peur, etc. Et quelqu'un me répondra pour dire, écoutez, mais vous savez, chez nous, lorsqu'un président arrive, il est salué par le sortant, et il s'embrasse, et il continue. Donc la sécurité est rassurée. Et donc ça ne fait pas peur véritablement aux investisseurs. Et ils viennent, ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, ils savent qu'ils ne seront pas court-circuités, etc. Ils vont travailler, ils vont gagner. Mais voilà. Alors nous, excusez, les bruits chassent les capitaux. Oui. On dit ceci, quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Justement. Et donc, chaque jour, on a tué ceci. Chaque jour, on a fait ceci. Donc, on ne sait pas faire les affaires là. Voilà, on ne sait pas faire. Alors, depuis un certain temps, le gouvernement s'est inscrit dans cette démarche, celle d'assainir donc le cadre macroéconomique. Le gouvernement s'est déployé dans un objectif, celui d'assainir donc le climat des affaires. Hein? Donc, mettre sur pied ce qu'on appelle la sécurité juridique et la sécurité judiciaire, dans l'optique d'attirer les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons le guichet unique pour la création d'emplois, nous avons la NAPI, nous avons pas mal de structures qui œuvrent dans ce sens-là. Est-ce n'est pas assez déjà? Non. Vous savez, nous sommes dans un pays, c'est une société. Et donc, la réflexion doit être systémique. C'est-à-dire qu'il y a interaction entre les différents compartiments, interaction entre les différents acteurs, interaction entre les différents services, etc. On peut bien construire un climat d'affaires, ça c'est au niveau de déclaration martiale. Mais si en réalité, quand vous exercez, vous voyez les choses, la corruption continue. Combien d'investisseurs ne s'inquiètent pas de l'harcèlement véritablement des services taxataires? Combien de fois vous avez vu des maisons poussées à travers la ville parce que les taxataires sont peut-être à la DGDA, mais aucun pays à travers le monde est épargné par ces fléaux. Le pays, mais il faut même aux États-Unis, la France et la corruption est non, mais attention. Mais maintenant, il y a les niveaux, peut-être le degré. Attention. Les États-Unis ont 18 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. 18 000 milliards, mon ami, s'il vous plaît. Les chômeurs sont payés. Et si vous avez conscience que vous êtes un pays en détresse, en situation difficile, et que vous connaissez que la corruption peut véritablement remettre en question la dynamique que nous mettons en place, eh bien, il faut savoir mettre en place des politiques qui permettent de pouvoir aller dans la réduction vraiment de cet état de choses. Un panel de chercheurs l'a dit. Lorsque on diminue la corruption au Congo de 30%, l'année suivante, le budget sera de 55 milliards de dollars. On parle même de 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public. Ça, c'est le conseiller spécial du président de la République qui l'a dit. Le professeur les perspectives à l'époque, n'est-ce pas, de l'ancien Premier ministre montraient que lorsqu'on bancarise, il y a la possibilité d'avoir plus de 20 milliards. La bancarisation. Voilà. Alors, justement, nous chutons, hélas, l'État nous est imparti, l'État nous fait défaut. Je me ressourcer aussi à une intelligence congolaise. Monsieur Alki Tengue. Sur cette question, lui, il avait estimé, quelque part, il y a pas mal de points de convergence avec votre argumentaire. Il a parlé que le Congo est dépourvu des hommes intelligents capables de transformer son biotope. D'où il faut procéder à une immigration sélective. Mettre sur pied un mécanisme pouvant nous permettre d'attirer les intelligences, quel que soit le fils du pays ou les expatriés, mais tout simplement de l'objectif qu'ils viennent s'installer facilement et travailler pour le développement de notre pays. Partagez-vous ces points de vue. Je salue là où il est. Al-Kitenge, c'est parmi les grands intelligents de notre pays qui auraient pu être utilisés au maximum, comme chez nous, Chasselo Kopamba. Donc, c'est vraiment difficile. Mais je voudrais ne pas être à l'encontre de ce qu'a dit Al. C'est juste pour renforcer en disant que l'exemple du cas de la Côte d'Ivoire, quand Alassane arrive au pouvoir, il a eu aussi des problèmes, des hommes et des femmes d'excellence pour véritablement construire une dynamique de développement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté des cabinets d'expertise pour recruter
n'est-ce pas, des hommes de grande intelligence, des hommes qui ont la puissance de la connaissance, des hommes intègres, qui soient capables véritablement d'avoir les différentes structures techniques pour faire booster la République. Et c'est comme ça qu'on a regardé en Europe, en Amérique, en Asie, est-ce qu'il y avait des Ivoiriens, ils font quoi, quelles ont été leurs performances, quelles sont leurs histoires, etc. Et on les a recrutés, on les a ramenés au pays, on leur a donné les responsabilités. Et aujourd'hui, vous savez, si le Congo a 44 milliards, c'est pas de produits intérieurs bêtes, mais la Côte d'Ivoire a 38 milliards. Mais il n'y a pas photo en termes de ressources, en termes de richesse. Mais la Côte d'Ivoire a un revenu de 1400 $ par habitant par an et que le Congo n'a que 400-500 $. Tu vois? Donc il y a eu des résultats. Aujourd'hui, à travers le cacao. Le cacao, les cafés, etc. Encore que le cacao venait d'être restauré pour que véritablement on puisse avancer. Alors profitez aussi pour placer votre mot de clôture. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que le pays est malade. Dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Le moment est arrivé pour que véritablement on puisse identifier des grands hommes, des hommes d'intelligence, des hommes qui ont une vision long-termiste, des hommes qui voyagent dans les temps, 50 ans, 100 ans, qui photographient, qui reviennent et qui embarquent les gens dans une direction donnée. Aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants. Demain, en 2035, nous aurons 160 millions. En 2050, nous aurons 220 millions. Si on n'est pas capable de donner le logement aujourd'hui, si on n'est pas capable d'envoyer les gens à l'école, on n'est pas capable de soigner les gens, on n'est pas capable d'envoyer des routes, on n'est pas capable de loger, les gens vont mourir d'inondation simplement parce qu'ils sont mal placés. Écoutez, on va faire comment? À 12 ans, on aura le double de ça de 80. Ça sera 160. On va gérer comment? Quelle est notre politique en termes de paysage de la ville et des villes? Rien du tout. Cherchez des hommes d'excellence. Cherchez des hommes qui ont l'intelligence nécessaire, mais qui sont éthiques, qui sont suffisamment moralement bien établis pour qu'on relève le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de nos peuples. Moi, j'ai passé beaucoup de mon temps à l'école de la consistance, de la résistance et de la constance. Vous savez, le géniteur de cette école, c'était Etienne Tshisekedi. Mais je double de la puissance du savoir. Je double de la puissance de la connaissance. Je double de l'économie de la connaissance. Et je sais qu'avec les autres, nous allons mettre en place, nous mettons en place aujourd'hui la nouvelle vision panafricaine. Cette nouvelle vision panafricaine, et nous avons toujours pensé que l'Afrique, pour retrouver son compte, il faut qu'il y ait des États-Unis. Et nous allons véritablement animer cette structure dans la perspective que demain, qu'on puisse aller du nord au sud sans problème, sans passer par le Congo qui est aujourd'hui un trou noir, qu'on puisse aller de l'ouest à l'est, en passant par le Congo qui est aujourd'hui tout noir, et qu'au Congo qui est un homme qui s'élève avec une vision qui permet de le mettre debout. Et je crois que nous avons les profils, nous avons le background, et nous sommes capables véritablement de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté dans notre pays. C'était un privilège pour nous de vous avoir sur ce plateau, M. Norbert Yambéaba. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois, chers téléspectateurs. Nous voici donc au terme de notre magazine du jour. J'aimerais conclure cette émission par cette réflexion. Je dis que la pauvreté n'est pas un bien à partager, mais plutôt un ennemi à combattre. Au revoir et à la prochaine.